Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Invité. Aujourd'hui, on va parler de sujets à la fois sociétaux, complexes, graves, importants. Il y a une actualité à ça aujourd'hui. Pour en parler, je reçois Jean-Louis Touraine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappellerai simplement que vous êtes parlementaire et professeur de médecine. On va parler aujourd'hui du droit à une fin de vie digne, parce que c'est le sujet d'actualité. Il y a quelques jours a été voté l'article 1er du début d'une loi qui allait en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'actualité de ce sujet, ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a quelques jours? Alors il y avait une proposition de loi, c'est-à-dire rédigée par des parlementaires, mais qui petit à petit avait réuni des députés de tous les partis politiques pratiquement, sauf peut-être l'extrême droite, mais tous les autres partis politiques avaient adhéré à cela. Et en commission des affaires sociales, ensemble, le travail commun a pu peaufiner un texte sur lequel étaient d'accord beaucoup de députés de différents partis politiques. Secondairement, ce texte est mis à la discussion dans l'hémicycle, en séance publique. Et dans cette séance, la présentation est faite. L'article 1er définit tout l'élément essentiel de la loi, c'est-à-dire la possibilité pour une personne en fin de vie de pouvoir exprimer et être respectée dans son choix, soit d'attendre la mort naturelle, soit de pouvoir être dispensée d'agonie si elle considère que la souffrance physique et psychique associée à l'agonie lui est intolérable. Ce même article, d'ailleurs, premier, dispose que les médecins sont libres d'accepter ou de refuser de participer à l'aide active à mourir lorsque celle-ci est demandée par le patient. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Donc tout ça, ça représente cet élément essentiel de cet article. Mais nous avons craint, juste avant que la séance ne commence, que l'on ne puisse même pas voter cet article premier, parce que les opposants, très minoritaires, on va le voir, ont décidé de faire obstruction. L'obstruction, c'est un système étrange où on dépose des milliers d'amendements pour empêcher le travail sur le fond, empêcher le travail sur le fond et empêcher qu'avant l'heure limite d'examen, on puisse voter les choses. Et donc on se dit, est-ce qu'on va arriver avant minuit à pouvoir faire voter cet article premier? Il y avait des milliers et des milliers d'amendements. Et donc il a fallu tout un tas de dispositions, abandonner certaines des remarques que l'on souhaitait faire, des propositions, etc., pour gagner du temps et en définitive faire voter l'essentiel par 83,3% de l'ensemble des députés, et à l'intérieur de ceux-ci, 88% de ceux de la majorité actuelle, mais vous le voyez aussi, un grand nombre des députés de gauche, un grand nombre des députés des Républicains, même si le Parti des Républicains était, lui, divisé entre ces 5 personnes qui voulaient tout bloquer, et puis les autres députés des Républicains, qui, eux, étaient beaucoup plus enclins à cautionner ce progrès. Sur un sujet, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'on a cette actualité, mais on va repartir un peu en arrière pour comprendre à la fois pourquoi ça arrive maintenant et de quoi on parle. C'est un sujet que vous portez depuis de longues années. Quel est l'état exact, l'état de l'art, j'allais dire, sur ce problème aujourd'hui? Il y a une loi qui existe, la loi Claes-Leonetti, qui dit quoi? Et pourquoi est-ce qu'elle n'était plus d'actualité selon vous ou nécessaire? Si vous me permettez, je vais faire un bref historique. 43 ans en arrière, le sénateur Henri Caillavet propose déjà la première proposition de loi sur ce sujet. Bien sûr, il était avant-gardiste, bien sûr, il était minoritaire à cette époque, bien sûr, la société, dans sa majorité, n'a pas encore perçu cette nécessité d'un accompagnement des mourants, d'autant plus qu'à l'époque, il y a un demi-siècle, lorsque les gens avaient de maladies graves, généralement, la mort était rapide. Depuis ce temps-là, les progrès médicaux, la prise en charge des malades font que pour ces maladies graves, cancer généralisé, maladie de Charcot, etc., pour ces maladies graves, on vit beaucoup plus longtemps. Et la vie qui nous est donnée en plus est pendant une longue période de qualité, donc tant mieux, on peut vivre malgré un cancer qui arrive à être bloqué pendant un certain temps. Mais en fait, on ne guérit pas toujours. C'est une maladie chronique qui s'établit.
Et cette maladie chronique aboutit après à une détérioration progressive, ce qui fait que l'agonie est maintenant beaucoup plus longue que dans le passé. D'où cette perception par les malades, comme par leur famille, qu'il y a un moment qui devient insupportable, où les gens ont besoin d'être délivrés, de ne pas être maintenus dans cet état de souffrance physique et psychique qui s'éternise. Et si le malade lui-même, et c'est ça le sens de notre loi, si le malade lui-même demande à être soulagé, on doit pouvoir entendre cette demande si vraiment il est en fin de vie. Alors ensuite, il y a eu plusieurs réflexions, mais venons-en au mandat précédent. François Hollande, lors de sa campagne électorale en 2012, annonce « Je vais légiférer sur l'aide active à mourir pour que cette demande que j'entends dans la société, qui est répercutée dans les différents sondages d'opinion, puisse être satisfaite. » Donc il instaure un groupe d'études, il y a une réflexion au niveau de comités d'éthique, au niveau de comités citoyens, etc., etc. Et la résultante de tout ce travail aboutit à un texte de loi qui s'appelle Claes-Leonetti, qui instaure une demi-mesure, c'est-à-dire que ça va dans le sens énoncé, mais ça s'arrête au milieu du gué, c'est-à-dire non, on ne va pas satisfaire la demande de ceux qui veulent arrêter leur agonie, on va simplement proposer de les endormir. On les endort, puis on attendra la mort. Une mort qui, et c'est pour ça que vous en parlez souvent sur la France comme étant un pays un peu du mal mourir, est une mort douloureuse, assez terrible. Vous qui êtes médecin, vous pouvez la raconter un petit peu, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Non, c'est une mort qui est très pénible, ça peut être durable, et donc la loi a même instauré un dispositif, si ça se prolonge trop, on peut s'arrêter de nourrir et d'hydrater le malade. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une déshydratation, le corps de ce malade, de ce mourant, va petit à petit se transformer, se rider, perdre du poids, perdre de l'eau, et petit à petit, il va développer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Parce que quand on n'a plus assez d'eau dans l'organisme, les reins n'arrivent plus à fonctionner et n'arrivent plus à expulser les toxiques. Donc petit à petit, le malade va mourir d'empoisonnement par les toxiques que ses reins ne peuvent plus éliminer. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Vincent Lambert, que tout le monde a observé, et il y a eu 11 jours de cette agonie pendant laquelle il a développé cette insuffisance rénale aiguë, et il est mort de celle-ci. Et heureusement, je crois que les scientifiques ne savent pas exactement ce que la victime ou le patient ressent. Bien sûr, non. Mais on peut imaginer que c'est quand même pas forcément l'idéal. Du coup, on sait juste que ce n'est pas ni une perception douloureuse comme nous l'éprouvons en étant conscients, ni probablement une absence totale de perception. Le professeur Régis Aubry, qui est un des très grands spécialistes des soins palliatifs, dit que nous n'avons aucune connaissance scientifique sur le niveau de perception des sensations, y compris douloureuses, dans cette période d'endormissement, de sédation. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont été endormis par des moyens comparables au cours d'une opération chirurgicale, quand ils se réveillent, ils ne disent que très rarement « j'ai eu mal », mais ils disent « j'ai senti des choses et j'ai entendu », et quelquefois, ils rapportent des propos qu'ils ont entendus alors que tout le monde pensait qu'ils étaient bien endormis. Si bien que maintenant on sait, chirurgiens et infirmières conjoints, qu'il ne faut pas dire trop de bêtises en salle d'opération parce que le malade après peut nous les ressortir et c'est pas très agréable. Donc au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à un moment, et presque pas simplement pour des questions scientifiques, mais j'allais dire davantage, et c'est pour ça que c'est sans doute clivant, sur des questions d'éthique, de conception même de la vie. En fait, le débat, il est souvent entre des personnes qui se disent la vie ne peut pas être reprise par l'homme, ou au contraire, il faut aider l'homme. Enfin, c'est ça le sujet, c'est pas simplement un sujet scientifique. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté des traditionalistes qui disent il ne faut pas avancer, et de l'autre côté des progressistes qui disent il faut nous adapter aux conditions de la vie moderne du XXIe siècle. Il y a le fait que beaucoup de pays nous ont précédés, on pourra en reparler, et la France ne peut pas être un des derniers pays développés à avancer en ce sens. Mais il y a effectivement, vous avez raison, une conception philosophique, et toutes les conceptions philosophiques sont respectables. Je crois que c'est vraiment important de le dire, elles sont toutes respectables. C'est pourquoi la loi, elle se propose de laisser la liberté à chacun, elle n'impose rien à personne. Mais il y a par exemple des personnes qui considèrent
c'est loin d'être la majorité des croyants, mais parmi les croyants, certains considèrent que c'est de la prérogative seule de Dieu de décider de la vie, de la naissance et de la mort. C'est une conception qui existe. C'est un pourcentage mineur des catholiques, par exemple, puisque, d'après le sondage de la Croix, 72% des catholiques les plus pratiquants, qui vont tous les dimanches à la messe, sont favorables à ce qu'on laisse la liberté de choix aux malades. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 30% qui considèrent que l'homme n'a pas le droit d'interférer avec cela. Cependant, les autorités ecclésiastiques, elles, sont plus réticentes, parce qu'elles ont l'impression qu'on enlève une des prérogatives à la religion, qui dans le passé, était responsable de la naissance, du mariage, des éléments importants de la vie et de la mort. Et c'est vrai qu'au fil du temps, l'Église ou les Églises ont un peu tendance à craindre que l'homme se soit approprié certaines de ses responsabilités. Et là, en l'occurrence, évidemment, quand il n'y avait pas de médecine efficace, l'homme n'interférait pas avec l'évolution de la maladie, naturellement. Aujourd'hui, beaucoup des malades dont nous parlons ici sont des malades qui sont en sursis par rapport à ce que la nature avait prévu. La nature, et si derrière la nature il y a Dieu, avait prévu qu'il soit mort il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais grâce aux progrès qui ont été donnés, ils ont eu une survie beaucoup plus longue qui a été, je l'ai dit, de qualité pendant une période et qui à la fin devient beaucoup dégradée. Et donc, cette conception-là s'oppose à celle des humanistes, pour être un petit peu schématique, qui sont, eux, au contraire, dans l'idée que l'homme est maître de son destin. L'homme, dans sa liberté, doit choisir, il engage lui-même, mais il engage les autres en même temps, et donc c'est une décision souveraine de chaque personne qui doit pouvoir s'exprimer, on doit la respecter, on doit l'accompagner, et si on n'est pas d'accord avec sa décision, on doit passer notre chemin et demander à quelqu'un d'autre de pouvoir accompagner le mourant. Alors on voit, il y a des questions très fortes qui expliquent que le débat n'est pas évident, mais il y a aussi, si on revient sur les aspects scientifiques, peut-être un autre sujet qui complexifie un peu la compréhension, c'est que il ne faut pas mélanger, parce que l'euthanasie est un mot un peu compliqué qui n'a pas forcément bonne presse ou qui rappelle des choses un peu complexes, mais qu'on ne doit pas opposer non plus à la question des soins palliatifs, par exemple, parce que je sais que ça a été un débat. On aimerait tous que quelque part en France, les soins palliatifs soient plus efficaces. Ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'on gère cette espèce d'apparente contradiction? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus et de mieux? Et pourquoi est-ce que vous, du coup, vous deviez aller, ou vous aviez envie d'aller un peu plus loin que lorsque l'on était au milieu du gué? Je vais répondre à vos deux questions. Le mot euthanasie et puis l'association avec les soins palliatifs. Le mot euthanasie, je ne l'utilise pas personnellement pour parler de cette aide active à mourir, parce qu'en France, lorsqu'on utilise le mot euthanasie, on ne spécifie pas du tout que c'est à la demande du malade. Euthanasie, c'est utilisé, par exemple, pour ce qui se fait, malheureusement, 2000 à 4000 fois par an, dans les hôpitaux français, en toute illégalité, en catimini. C'est une injection d'un produit qui a une fonction létale et qui amène à ce que la personne voit sa survie raccourcie, parce que les médecins ont décidé que ça ne valait plus la peine de poursuivre. Ceci n'est pas acceptable. Si la personne n'a pas été consultée, on n'a pas le droit d'abréger sa survie. C'est ma conception en tout cas. Et donc, je ne veux pas utiliser le terme qui englobe cela. Ce que nous demandons, c'est uniquement en réponse à la demande du malade lui-même. C'est-à-dire que le malade demande de l'aide, le malade dit « je n'en peux plus de cette agonie qui s'éternise et qui me fait souffrir, permettez-moi d'être soulagé. Donc je demande votre aide ». Le médecin ne fait qu'apporter son aide. C'est très important ceci, parce que quelques-uns vont vous dire « mais le médecin ou l'équipe soignante ne sont pas là pour apporter la mort ». Mais non, on n'apporte pas la mort. C'est la maladie qui apporte la mort. D'ailleurs, dans le texte de loi, malheureusement pas dans l'article 1er, mais un des articles suivants, il est spécifié que le malade, dans ces cas-là, meurt de mort naturelle. C'est la maladie qui est la cause de la mort. Le médecin ne fait que soulager les souffrances. Certes, ça aboutit à ce que quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines de survie sont supprimées, mais
ce n'est pas l'induction de la mort, c'est une mort de maladie, et c'est un accompagnement pour que ceci soit plus serein et moins douloureux. Et donc, oui, cela doit se faire volontiers, habituellement, en association avec des soins palliatifs. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il est clair que les soins palliatifs qui aujourd'hui, en France, malencontreusement, ne sont apportés qu'au quart des malades qui devraient pouvoir en bénéficier, pour des raisons évidentes. 26 départements n'ont pas une seule structure, un seul médecin apte à délivrer des soins palliatifs. 26 départements. Et dans les autres départements, eh bien, si vous êtes dans une grande ville, oui, vous pourrez être accueilli en soins palliatifs, sinon c'est beaucoup plus aléatoire. Et la solution ne viendra pas vite, puisque 4 plans soins palliatifs n'ont pas permis de progresser plus loin que ce quart des besoins satisfaits. Un 5e plan va voir le jour d'ici l'année prochaine, et pour autant, ça ne résoudra pas tout, parce qu'on manque de médecins. Nous sommes dans une phase de pénurie, il y a des déserts médicaux. Or, pour appliquer ces soins palliatifs, la première des choses nécessaires, c'est d'avoir un nombre de médecins et d'infirmières. Bon. Donc, cette question, elle est importante parce que n'opposons pas les soins palliatifs. Prenons l'exemple de la Belgique. Nos amis belges disent mais les soins palliatifs et l'aide active à mourir, c'est la même chose. L'aide active à mourir, c'est un des soins palliatifs. Nous faisons des soins palliatifs à tous les malades en fin de vie, et parmi ces malades, certains demandent à attendre la fin naturelle, et nous respectons, et nous les accompagnons, et nous soulageons leur douleur, etc. D'autres demandent à avoir une aide active à mourir, et à ce moment-là, nous les entendons, et nous pouvons faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour eux, l'aide active à mourir est un soin palliatif qui peut être délivré dans un service de soins palliatifs, et donc l'opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir n'existe dans aucun pays au monde, sauf en France, pour une raison qui est historique, c'est que quand ont été créés les soins palliatifs en France, ça a été fait par des personnes qui, pour des raisons philosophiques, confessionnelles ou autres, ont voulu développer une modalité qui soit totalement opposée à la demande d'aide active à mourir. Donc les malades qui demandent cette aide active à mourir, quand ils sont en soins palliatifs, on leur dit non, 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 on a des solutions pour apaiser vos douleurs. Mais surtout, ne nous demandez pas. Donc les personnels ont été sélectionnés et formés dans un moule contre cette... Et donc aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux continuent à réagir contre ce progrès qui est demandé par les malades. Mais pour autant, ils n'apportent pas la solution que les gens attendent. Puisque sur 100 malades, ça a été analysé très sérieusement, sur 100 malades qui, en arrivant, juste avant d'arriver dans le service de soins palliatifs, disent « je n'en peux plus, je voudrais une aide qui va mourir ». Vous les interrogez quelques jours plus tard, une fois qu'ils ont eu la mise en place de soins palliatifs, une fois que leur douleur a été soignée de façon optimale, qu'ils n'éprouvent plus cette souffrance physique, aussi la souffrance psychique, malheureusement, on la calme beaucoup moins, mais ils n'ont plus en tout cas les douleurs physiques qu'ils avaient avant. Ils ont eu une visite de leur famille qui les rassure, qui les rassérène, etc. Eh bien, vous les reprenez, vous les interrogez à nouveau, est-ce que vous voulez avoir une aide active à mourir toujours ? Comme vous l'aviez exprimé il y a 1 ou 2 semaines. Eh bien, parmi ces 100 malades, il y en a 61 qui disent « oui, je n'en peux plus, c'est très gentil ce que vous avez fait, mais ça ne me suffit pas, ce que je veux c'est autre chose, c'est partir ». Et si vous arrivez avec la solution de la loi Claes-Leonetti, vous dites « non, mais ce qu'on peut faire, c'est vous endormir ». Ils disent « non, je ne demande pas à être endormi, je demande à ce que tout s'arrête maintenant, à ce que je n'en peux plus ». La demande... Mais oui, quand on dit que la loi Claes-Leonetti, il faudrait qu'elle soit davantage appliquée. Non, ce n'est pas une loi qui date d'ailleurs de 5 ans seulement, puisqu'elle n'a fait que mettre sous forme de loi une disposition qui existait d'après un décret Fillon de 2010. Donc vous voyez qu'on a 11 ans d'ancienneté sur l'application de cette disposition-là. Et certains prétendent qu'elle n'est pas assez connue et c'est pour ça que les gens ne l'appliquent pas. Ce n'est pas vrai. Tous les médecins connaissent ces dispositions, et en particulier les médecins de soins palliatifs. Mais très très peu veulent l'appliquer, parce que les malades ne le demandent pas, et que pour eux-mêmes, c'est souvent très pénible à piloter cet état de mort-vivant, c'est-à-dire d'un corps qui dépérit
avant même que de mourir. Cette prolongation d'une agonie représente une vraie souffrance pour l'ensemble de ceux qui sont autour, et peut-être aussi pour le malade lui-même. Un des autres éléments du débat qui peut-être a un peu, j'allais dire, noyé le poisson ou complexifié, c'est que je sais qu'on vous a beaucoup interrogé ou beaucoup interpellé en vous disant peut-être que dans cette période, parce que tout débat de société, il arrive dans un moment et dans un contexte, on vous dit c'est quand même peut-être pas le moment, il se passe des choses quand même assez dramatiques, les médecins sont très occupés. Est-ce que justement, c'est pas dans ces moments où on est davantage confronté à la mort qu'il faut se poser ce genre de questions ? Oui, quand je vous écoute, je repense à une déclaration qu'a faite Bertrand Delanoë, qui s'était très peu exprimé depuis qu'il n'est plus maire de Paris, mais qui, pour ce sujet important, a voulu donner son sentiment. Il l'a fait d'autant plus qu'une ancienne secrétaire d'État, Paulette Guinchard, qui s'était exprimée dans le passé contre l'aide active à mourir, mais elle-même touchée par une maladie très grave, a évolué dans sa réflexion et elle est allée en Suisse pour demander un suicide assisté. Mais elle a demandé à ce que son message soit transmis en disant « c'est impossible de continuer à être obligé de s'exiler pour terminer ses jours. Il faut que la France se mette dans le concert des pays développés qui peuvent résoudre ces problèmes en France, au domicile du malade, et ne pas obliger les uns à aller en Belgique, les autres en Suisse ou ailleurs. » Et Bertrand Delanoë a dit, comme vous-même, en définitive, c'est bien, dans les moments où il y a des grandes souffrances, comme en conséquence de la Covid-19, que l'on se pose les questions sur le sens de la vie, sur la mort omniprésente autour de nous, sur la crainte que nous avons, pour nos proches et pour nous-mêmes, de pouvoir être touchés par un virus qui peut s'avérer mortel. À ce moment-là, on pense aux choses essentielles. Tout ce qui est superflu devient très accessoire, et l'essence même de la vie, nous reprenons d'ailleurs cette idée qu'on n'aurait jamais dû oublier dans la civilisation actuelle, que nous sommes tous mortels. Dans l'Antiquité, au lieu de dire un humain, on disait un mortel. Comme ça, c'était pour distinguer des dieux, mais enfin, tout le monde savait quelle était la destinée des... Aujourd'hui, il y en a qui vivent un peu comme s'ils étaient immortels. Même les académiciens sur cette terre, ils sont immortels. Il n'y a que leur nom qui peut perdurer. Mais la vie terrestre, pour tout le monde, quelles que soient nos croyances, elle est mortelle. Et personne n'échappe à ce destin-là. Donc, si on n'y réfléchit pas dans ces moments-là, c'est que c'est tout à fait normal. Or, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé ? D'une part, nous avons travaillé sur ce sujet à l'Assemblée nationale pendant 4 ans, dans un groupe d'études que je préside, que j'anime, où des centaines de personnes ont été auditionnées par une centaine de députés qui sont maintenant très, très formés à toutes ces questions-là et qui connaissent toutes les dispositions possibles sur ce sujet-là. Eh bien, arrive la Covid-19. Au tout début, moi-même, je me suis posé la question, c'est-à-dire il y a 1 an, je me suis dit, est-ce que ça va être le moment opportun quand tout le monde pense essentiellement à survivre, à échapper à cela ? Ça a été la réaction qu'on a pu avoir pendant 2 mois au début. Et puis d'un seul coup, on a vu, souvenez-vous, les chiffres de mortalité apparaître. Et enfin, malheureusement, on a entendu que dans nos connaissances, nos proches ou nos amis, certains étaient touchés, certains mouraient. Et on nous a dit les conditions de mort dans les EHPAD, au domicile, etc. Des personnes dont la famille n'a pas pu leur rendre visite, dont les médecins n'ont pas été disponibles pour les accompagner, dont certains ne pouvaient pas aller en animation parce qu'ils étaient trop âgés et trop fragiles pour pouvoir supporter la respiration artificielle. Et donc ils étaient livrés à eux-mêmes, et parfois avec une détresse respiratoire, une sorte d'asphyxie, qui se prolongeait pendant des heures et des heures, et ils disaient « mais j'en peux plus, j'arrive pas à avoir de l'oxygène, j'arrive plus ». On leur donnait de l'oxygène et ça suffisait pas, ils n'arrivaient pas à respirer. Ils disaient « mais faites arrêter tout ça ». Ils n'en pouvaient plus, et on ne les a pas entendus, bien sûr. Donc quand on se dit tout cela, eh bien écoutez, je crois vraiment, aujourd'hui, en analysant tout cela dans le fond, il me semble que nous avons un double devoir. Si on est responsable un tout petit peu de la santé publique de nos concitoyens. Premier devoir, c'est de protéger les vivants. C'est ce que est chargé de faire la vaccination, qu'il faut développer le plus vite et le plus largement possible. Comme ça, on protège les vivants. Mais le deuxième devoir, dont on ne peut pas s'exonérer, c'est de faire en sorte que ceux qui, malheureusement, vont mourir, mais pas seulement de Covid, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres morts pendant cette période, d'autres pathologies, de gens qui ont eu peur d'aller à l'hôpital pour faire traiter leur cancer ou d'autres maladies, parce que l'hôpital était chargé de cette angoisse d'être
une présence intense de virus de la Covid-19. Et donc, il y a eu des malades qui n'ont pas eu un accompagnement correct, reconnaissons-le, et faisons en sorte que ce mal mourir qui existait déjà avant en France, qui s'est aggravé pendant cette phase-là, eh bien, il faut faire en sorte qu'il n'existe plus après. Donc c'est vraiment le moment, aujourd'hui, de la même façon que nous avons l'obligation aujourd'hui de développer le plus de vaccins pour protéger les vivants, nous avons le devoir de protéger les mourants d'une mort atroce. Et d'ailleurs, dans ce qu'on voit dans les études d'opinion, dans les sondages, les Français sont très très majoritairement concernés d'abord, touchés directement ou indirectement et favorables à cette évolution. Oui, moi tous les sondages que j'ai vus, qui ont été faits par des organismes divers, dans des lieux multiples, avec des gens d'âge variés, montrent que c'est entre 93 et 96% de la population qui demande à ce qu'il y ait la liberté de choix. Ils disent pas tous, et je les comprends, je ferai ceci ou cela le moment venu. Moi-même, je n'en sais rien, tout dépendra des conditions. Si ma fin de vie est paisible, si j'ai pas des douleurs insupportables, probablement je serai tout à fait satisfait d'attendre. Mais si c'est atroce, de se dire j'ai la possibilité d'avoir recours à cette solution, c'est infiniment agréable. Ou du moins, ça soulage de façon très importante. Parce que la mort n'est jamais agréable, mais autant faire en sorte qu'elle ne soit pas terrible, insupportable. C'est un vrai sujet. Oui, et les Canadiens nous apprennent quelque chose, parce qu'ils ont fait une étude où ils ont, mettons, une centaine de personnes qui demandaient cette aide active à mourir, et ils ont donné les dispositions, les moyens, les produits qui permettent aux gens, eux-mêmes étant susceptibles de les prendre à la date qu'ils le voulaient. D'après ce qu'ils ont rapporté dans leur étude, seuls 60% ont pris les produits, 40% ont différé le moment de les prendre et sont morts de mort naturelle, puisque c'était des gens qui étaient au terme de leur maladie, ils sont morts avant même que d'avoir pris le produit qui était resté dans leur table de chevet. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les psychologues qui ont interrogé tous ces malades, qu'ils aient pris ultérieurement le produit à effet létal ou qu'ils ne l'aient pas pris, parce qu'ils différaient cela, tous disent qu'ils sont infiniment rassérénés par le fait d'avoir eu une solution à portée de main. Si vous laissez exactement comme quand on a une douleur intolérable, le seul fait qu'on vous mette dans la main un antalgique puissant, on vous dit vous pourrez le prendre quand vous voulez, à ce moment-là vous avez déjà moins mal. Je ne dis pas que ça soulage toute la douleur, mais vous avez moins mal. Eh bien ces malades, face à la mort, ils ne disent pas la mort leur apparaît agréable, mais c'est moins horrible quand ils savent qu'ils peuvent en disposer d'une façon qui ne sera pas horriblement pénible. Alors, la dernière question sur ce sujet, on pourrait y passer du temps, mais c'était important de prendre ce temps-là. L'article 1er a été voté. Quelle est la suite? Parce que c'était un long combat pour vous. Vous avez évoqué le fait que c'était un moment quand même particulièrement émouvant dans l'hémicycle, parce que à la fois transcourant, parce que partagé, parce que posant ces éléments d'un débat de société. Quelle suite vous espérez pour que l'ensemble du projet puisse se mettre en place? Et dans quel délai? Je sais bien que les prophètes en sont payés, que ce n'est pas facile, mais comment vous allez continuer à vous battre là-dessus? Oui, je dirais que compte tenu de l'ambiance qu'il y a eu lors du vote, déjà dans la commission des affaires sociales, et puis surtout au moment du vote de l'article 1er en séance, je pense que ça nous oblige. Ça nous oblige à continuer. On ne peut pas dire, voilà, on va s'arrêter encore à nouveau au milieu du gué, etc. Nous sommes obligés d'avancer. Je le dirais d'autant plus que l'ambiance était tout à fait surprenante. Vous m'auriez dit 2 mois plus tôt, quand j'étais déjà dans ce combat, que j'anticipais tout cela, vous m'auriez dit, bon, tout cela va être voté à 55%, j'aurais dit, c'est déjà bien, on va pouvoir faire avancer la cause. J'aurais jamais imaginé, mais jamais une seconde, rêvé que 83 et quelques % des députés voteraient cela. C'était au-delà de mes espérances. Ça veut dire que les gens ont progressé dans ces dernières semaines par les réflexions qu'ils ont nourries sur ce sujet-là, par tout ce qu'ils ont perçu comme nécessité de respect du droit du malade, droit de choisir. Et on a donc cette ambiance où, je dirais, il y a eu un moment de grâce
un moment d'émotion intense, avec une sorte de communion entre les gens de tout parti politique, parce qu'il y a une cause plus importante que l'appartenance politique, c'est de pouvoir aider les malades et leur donner le droit de choisir leurs conditions de fin de vie en fonction de leur propre orientation, de leurs choix philosophiques, de leurs options de toute nature. Et c'est quelque chose qui représente à ce degré-là cette obligation que j'évoquais, parce qu'on ne peut plus leur dire maintenant « Non mais on vous a fait rêver, mais maintenant on s'arrête. On reverra dans 4-5 ans. On va passer une prochaine élection. » Non, les gens savent que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Or, maintenant, ça suppose que cette loi, dont seul le début a été voté, puisse être reprise par l'un ou l'autre des groupes, en particulier un des groupes de la majorité, pour pouvoir continuer l'analyse dans l'hémicycle. Et cette analyse dans l'hémicycle est d'autant plus importante qu'on peut encore peaufiner les termes de la loi. On peut encore, si cela permet de satisfaire certains de ceux qui hésitent encore, réfléchir à des dispositions qui ménagent toutes les options. Je le répète, cette loi apporte une liberté et une égalité à tous, en même temps qu'elle est très fraternelle pour des gens dans la souffrance. Donc il est difficile de songer qu'il reste encore un pourcentage notable de gens qui veulent empêcher la liberté de leurs voisins, parce que leur philosophie est différente. Leur philosophie est différente, mais nous la respectons, et ils appliqueront leur propre orientation. Leur voisin, qui est en position majoritaire aujourd'hui, très largement majoritaire, demande à pouvoir être entendu. Eh bien, entendons-le. Donc je crois qu'il nous faut maintenant analyser la fin de cette loi, et puis qu'on puisse après être très fiers d'avoir pu faire cette avancée. À mon avis, puisqu'il s'agit d'une question de droit de malade, on est un petit peu comme en 74-75, quand les femmes ont pu conquérir le droit de pouvoir prolonger ou arrêter leur grossesse en disant « c'est mon corps, je veux avoir la libre disposition, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider à ma place ». Et bien là, aujourd'hui, ce sont des malades en fin de vie qui disent « il s'agit de mon corps, je veux décider si je laisse se prolonger mon agonie ou si on l'interrompt et je demande à pouvoir être entendu et être respecté. » Eh bien, écoutez, on suivra ça avec grand intérêt d'ici la fin de ce mandat parlementaire. Merci beaucoup, Jean-Louis Touraine, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation pour en parler. Je crois que c'est vraiment le genre de débat qui mérite à la fois de la nuance et du temps. Merci d'avoir été présent. Et pour ce qui nous concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de l'Invité. Au revoir.